Le séminaire reprend, hélas, dirais-je, puisque la guerre n'a pas cessé, la guerre en Ukraine n'a pas cessé. Une guerre qui, comme certains le disent, n'est peut-être pas une guerre mondiale, mais qui est en tout cas une guerre mondialisée, c'est-à-dire dont les effets se marquent bien au-delà des territoires concernés, dont les effets se marquent à des niveaux matériels, économiques, financiers, militaires, mais dont les effets se marquent également au niveau des esprits, au niveau des valeurs qui sont les nôtres, en tout cas en Europe occidentale, et ces valeurs sont menacées par cet épisode qui devient un épisode de longue durée, un épisode de barbarie. Non seulement la guerre fait des victimes, mais les exactions génocidaires, il faudrait bien sûr discuter du terme, mais je le revendique, les exactions génocidaires sont là, ont été attestées. Donc c'est non seulement la guerre, mais aussi la barbarie qui est de retour sur le continent européen. De longue durée, et près de 2 mois, et donc notre réflexion aussi ne doit pas céder, notre réflexion doit aussi s'installer dans la longue durée. Ce séminaire est une manifestation de réflexion et de solidarité. Je suis Alexis Nousselovitch, professeur de littérature générale et comparée à l'Université d'Aix-Marseille, également vice-doyen chargé de la recherche dans l'UFR, arts, lettres, langues et sciences humaines. Et c'est à ce double titre que j'anime ce séminaire. Je remercie nos invités d'aujourd'hui qui vont nous permettre de réfléchir à la question qui nous occupe, à savoir Sophie Nesri-Dufour, MCF en études italiennes à AMU, et Atinati Mamatsashvili, professeur à l'Université d'État Ilia à Tbilissi en Géorgie. Et je reviendrai sur la pertinence de leur présence et du choix des œuvres qu'elles ont traitées. Je parlais de barbarie, je parlais d'exactions génocidaires. C'est aussi par rapport à ce mal qui tient du mal radical dont parlait Kant, que la littérature peut nous permettre non pas de comprendre ce qui est en jeu, mais au moins d'approcher ce qui est en jeu. Une des fonctions de la littérature, c'est de pouvoir dire l'indicible, de pouvoir montrer ce que le regard refuse d'admettre. Et la guerre est un exemple de ce que le regard risque de vouloir rejeter, de vouloir refuser. Ne pas regarder la guerre parce que la guerre est insupportable. Et pourtant, la littérature nous invite à, encore une fois, non pas comprendre, mais approcher ce qui est de l'ordre de l'inconcevable, l'insupportable. La littérature, dont je rappelle le matériau, à savoir notre langage, ce langage-là qui parfois est condamné au mutisme, la littérature refuse ce mutisme. Et il est bon de se tourner vers la littérature pour pouvoir mettre des mots sur ce que peut-être l'expérience immédiate est incapable de faire. La littérature pratique le décalage ou le déportement. Il nous permet donc de considérer les phénomènes dans une perspective où la réflexion, la conscience peuvent réagir. Je noterai 2 faits dans l'actualité culturelle. Le Festival du Livre de Paris, actuellement, a consacré un certain nombre de manifestations autour de l'Ukraine. Des rencontres, des tables rondes tournent autour de la guerre en Ukraine, la Russie, l'Union soviétique. La Biennale de Venise a refusé la présence d'un pavillon russe, et en revanche, la Biennale de Venise a consacré une Piazza Ukraina, un lieu dédié aux artistes ukrainiens. C'est donc les dispositifs culturels qui non seulement sont atteints
par ce qui se passe en Ukraine, mais qui aussi peuvent réagir. Et il est évident que notre séminaire solidaire s'inscrit dans cette dynamique. Le séminaire a lieu par Zoom en direct, mais il est également enregistré et on peut le retrouver sur la chaîne YouTube ALLSH d'Aix-Marseille Université. Nos deux intervenantes d'aujourd'hui, je les ai nommées tout à l'heure. Sophie Nezri-Dufour va nous parler de Primo Levi. Je vais bien sûr lui laisser la parole et lui demander d'expliquer son choix. Atinati Mamat-Sachvili va nous parler d'un auteur géorgien dont l'œuvre interroge la guerre russo-géorgienne, car on le sait, ce n'est pas la première fois que le gouvernement russe, dans les dernières décennies, mène des politiques de guerre. Beaucoup ont dit que nous aurions dû être avertis et que une certaine patience a été coupable de la part de l'Europe occidentale. L'ordre de passage est légitimé par tout simplement la chronologie. L'œuvre de Primo Levi prend pour cadre la Seconde Guerre mondiale et comme je le disais tout à l'heure, la seconde intervention portera sur la guerre russo-géorgienne d'il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Comme d'habitude, une quinzaine de minutes pour chaque intervention et puis ensuite une discussion. Sophie Nezri-Dufour, je vous cède la parole. Merci Alexis. Donc je vais vous parler de Primo Levi, que tout le monde connaît, surtout pour Si c'est un homme. Mais là, je vais partir d'un extrait d'un de ses romans, Maintenant ou jamais, qui évoque des combats qui ont été menés par des résistants juifs en Europe de l'Est pendant la guerre. Et l'extrait, d'ailleurs, se passe à Kharkiv. Donc voilà, d'où mon choix. Donc, vous connaissez tous plus ou moins Primo Levi, il est né à Turin en 1919, dans une famille juive de la bourgeoisie. Il est chimiste, donc étudiant en chimie, même durant les lois raciales qui vont commencer en 1938 en Italie. Il va ensuite être résistant et être arrêté en tant que tel. Et paradoxalement, il va révéler être juif pour sauver sa vie. S'il avait expliqué qu'il se déclarait directement résistant, il aurait été mitraillé, enfin, on l'aurait tué. Et là, il va être interné dans un camp en Italie. Il y a eu des camps de concentration en Italie, puis ensuite à Auschwitz et à Bunamonovitch, plus précisément. Donc, en 1947, il écrit Si c'est un homme. Très peu de gens, d'ailleurs, vont lire le livre. Les gens ne sont pas encore prêts. Ensuite, il va raconter la trêve qui raconte son périple de retour du camp, qui va durer plusieurs mois avec l'armée rouge. Le système périodique est une sorte d'autobiographie romancée et le roman dont je vais vous parler aujourd'hui, dont mon passage est extrait, Maintenant ou jamais. Donc, c'est vraiment un roman, une fiction, donc c'est assez rare chez Primo Levi, qui a énormément intéressé les lecteurs italiens, évidemment, et européens. Comme vous le voyez, il a eu plusieurs prix, des prix très prestigieux en Italie, le prix Campiello et Viareggio. Et pour finir, Primo Levi écrira Les naufragés et les rescapés. Il revient, c'est une réflexion sur le monde concentrationnaire, un an avant de mourir à Turin en 1987. Alors, Maintenant ou jamais, c'est un roman, comme je vous le disais tout à l'heure, qui célèbre l'action de milliers de résistants et de résistantes juives durant la guerre. En effet, il y a beaucoup de femmes résistantes dans ce roman. Et donc, ça narre un peu le périple d'un groupe de résistants juifs qui viennent alors du RSS, d'Ukraine, de Biélorussie, de Pologne, souvent démobilisés, qui rentrent dans les
dans des groupes de résistance et se dirige vers l'Italie pour prendre un bateau pour la Palestine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, alors si vous regardez les cartes qui sont en dessous, alors celle de gauche reprend le périple de Primo Levi lorsqu'il sort d'Auschwitz, lorsqu'il est libéré par l'armée rouge, par l'armée soviétique. Et au lieu de rentrer directement à Turin, comme vous le voyez, il va faire tout un périple justement en Europe de l'Est parce que de nombreux chemins de fer sont détruits et voilà, c'est un périple assez fantaisiste mais qui va lui permettre en même temps, qui va lui offrir une sorte de transition entre l'enfer du camp et la normalité entre guillemets du retour. À droite, vous avez en fait la carte que Primo Levi propose au début de son roman et qui reprend justement le cheminement de ces résistants juifs dont les familles ont été décimées très souvent, qui vont combattre contre les nazis. Alors, il y a une certaine ressemblance avec les deux itinéraires, parce que dans le premier, Primo Levi subit, et dans le deuxième, en fait, ça correspond à ce qu'il aurait voulu faire, se battre contre les nazis, choisir son destin. Et donc voilà, on va retrouver un peu le même itinéraire, mais dans l'autre sens. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ces résistants juifs, à la fin, vont arriver en Italie pour partir pour la Palestine. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour présenter l'extrait. Donc on va passer à l'extrait qui, alors, pour vous situer le passage, Mendel, qui est le protagoniste du roman et qui est un petit peu l'alter ego de Primo Levi, qui se pose beaucoup de questions, raconte qu'en 1942, donc un an après le moment où ça se passe, il s'est battu à Kharkiv, enfin entre Kursk et Kharkov en russe, donc Kharkiv en ukrainien, et a subi donc un combat très violent. Et là, il y a toute une réflexion assez intéressante sur ce que représente la guerre, comment est vécue la guerre, l'aspect, on le verra tout à l'heure, cette folie, ce chaos et cette absence de sens, même si c'est la Deuxième Guerre mondiale, il faut se battre contre les nazis. Même si la guerre est absurde, il y a des moments où il faut se battre contre un ennemi, tout comme l'Ukraine est obligée de se battre, et ça a un sens qu'elle se batte aujourd'hui contre la Russie. Donc, je vais vous lire, Alexis, je lis d'abord en italien, puis en... Oui, oui. D'accord. Allora, a noi avevano insegnato tutto, tutti i pezzi grossi e piccoli dell'Armata Rossa, dei bestioni da far paura. Bene, quando mi hanno trasferito sul fronte con la mia compagnia, era tutto diverso e non si capiva più niente. Non c'erano due pezzi uguali, ce n'era di russi della Prima Guerra Mondiale, di tedeschi e di austriaci, perfino qualcuno che veniva dalla Turchia. E ti puoi immaginare la confusione che nasceva per le munizioni. Era giusto un anno fa, la mia postazione era sulle colline a metà strada fra Kursk e Kharkov, in Ucraina. Il capopezzo ero io, benché fossi ebreo e orologiaio, e il pezzo non era della Prima Guerra Mondiale, ma della Seconda, e non era russo, ma tedesco. Sai, una volta piazzato non è facile spostare un arnese come quello. Me l'hanno affidato all'ultimo momento, quando la terra aveva già cominciato a tremare tutto intorno e il fumo nascondeva il sole. E ci voleva coraggio, non dico per sparare, giusto, ma anche solo per restare lì. E come fai a sparare giusto se nessuno ti dà i dati di puntamento e tu non li puoi chiedere perché il telefono è saltato? E del resto, a chi li chiederesti quando vedi che tutto è tornato nel caos? E il cielo è così nero che non sai più se è giorno e notte, e la terra ti scoppia tutto intorno e senti come una valanga che sta per seppellirti, ma nessuno ti dice da dove verrà. E allora non sai neppure da che parte scappare. Il cielo era tutto nero di fumo e non c'era modo di orientarsi. E la guerra è soprattutto una gran confusione.
sul campo ma anche nella testa della gente. Molte volte non si capisce neppure chi l'ha vinto e chi ha perso, lo decidono poi i generali e quelli che scrivono i libri di storia. Era così, era tutto confuso, anch'io ero confuso, il bombardamento continuava ed è venuta notte. Alors, la traduction. Il nous avait tout appris de toutes les pièces, canons et mortiers de l'armée rouge, des engins à faire peur. Bien, quand ils m'ont envoyé sur le front avec ma compagnie, ce n'était plus du tout pareil et on n'y comprenait plus rien. Il n'y avait pas deux pièces de même modèle. Il y en avait des Russes de la Première Guerre mondiale, des Allemandes et des Autrichiennes. Il y en avait même qui venaient de Turquie et tu peux imaginer la pagaille que ça créait dans les munitions. Il y a juste un an, ma position était sur les collines, à mi-chemin entre Kursk et Kharkov, Kharkiv en ukrainien. Le chef d'artillerie, c'était moi, bien que je sois juif et horloger. Et la pièce n'était pas de la Première Guerre mondiale, mais de la Seconde. Et elle n'était pas russe, mais allemande. Ils me l'ont confiée au dernier moment, quand la terre avait déjà commencé de trembler tout autour de moi et que la fumée cachait le soleil. Et il fallait un sacré courage. Je ne dis pas pour tirer et viser juste, mais rien que pour rester là. Et comment peut-on viser juste si personne ne te donne les données de pointage ou que tu ne peux pas les demander car le téléphone a sauté? Et du reste, à qui tu les demanderais quand tu vois que tout est retourné dans le chaos et que le ciel est si noir que tu ne sais plus si c'est le jour ou la nuit. Et la terre explose tout autour de toi. Et tu sens comme une avalanche sur le point de t'ensevelir. Mais personne ne te dit d'où elle viendra. Et alors tu ne sais plus de quel côté t'enfuir. Le ciel était noir de fumée et il n'avait pas moyen de s'orienter. Et la guerre, c'est surtout une grande confusion sur le champ de bataille et aussi dans la tête des hommes. Très souvent, on ne comprend pas même qui a gagné et qui a perdu. Ce sont les généraux qui le décident par la suite et ceux qui écrivent les livres d'histoire. C'était comme ça, tout était confus, moi aussi j'étais confus, le bombardement continuait et la nuit est venue. Voilà, donc plusieurs aspects m'ont paru intéressants dans ce passage. Bon, la vision de la guerre comme un chaos, évidemment, comme une fin du monde. Et on retrouve aussi cette thématique du tohu-bohu biblique qui est récurrente chez Primo Levi, c'est-à-dire donc confusion, absence de raison et un monde à l'envers de ce qu'il devrait être. Une séparation, on le voit à plusieurs reprises dans le passage, enfin une absence de séparation entre le jour et la nuit, la lumière et l'obscurité qui sont à l'origine de la création. Donc là, ce sont des images récurrentes dans l'œuvre de Primo Levi qu'on va notamment retrouver dans ses poèmes, dont on parle peu d'ailleurs aussi, comme ses romans. Et dans ces poèmes, comme dans ce passage, on a une vision apocalyptique où le soleil a disparu. C'est important, cette absence de soleil, où le monde est englouti dans un chaos total, où la nuit, c'est pas pour rien que Elie Wiesel a écrit un livre qui s'appelle La nuit de la guerre, la nuit de la Shoah, s'est installée en détruisant le soleil, qui évidemment est une sorte de symbole de l'espoir et de la vie. Donc, ces ténèbres est une image qui revient sans cesse, que ce soit dans ce passage ou dans d'autres. À un moment, dans la trêve, Primo Levi va parler aussi des ténèbres de la sortie d'Égypte. Donc, c'est vraiment une image récurrente qui évoque cette fin du monde. Ce qui m'a semblé également intéressant, c'est l'importance de la solitude de celui qui va combattre. La guerre, donc, c'est une action collective, mais dans la douleur, dans la peur, l'homme est seul. Là, on le voit bien, à un moment, il parle d'absence d'orientation, par où partir, où aller. Ça, c'est très symbolique, selon moi. Ensuite, ce qui me semble intéressant par rapport au roman et par rapport à ce qui se passe, c'est évidemment l'insistance sur la folie qui entoure la guerre. Là, on le voit au sujet de l'armement évoqué, qui est de différentes origines, au sujet de l'organisation, et aussi cette difficulté qu'a Mendel de se retrouver dans son humanité. Alors là, comme je disais tout à l'heure, la guerre a un sens, même si elle est horrible, dans le sens où il faut combattre les nazis, mais sur le champ de bataille, les choses, évidemment,
semblent perdre leur sens. Enfin, pour terminer, le dernier paragraphe m'a semblé aussi intéressant parce qu'on a évidemment la question qui gagne, qui perd une guerre. Déjà, est-ce que ces questions sont justifiées? Est-ce qu'il y a du rationnel dans tout cela? Est-ce qu'il y a du sens? Est-ce qu'il y a une fin heureuse? Non, hein, chez Primo Levi, c'est évident. Est-ce qu'il y a une morale? Là non plus. Voilà, donc j'ai trouvé que ce texte était assez actuel, malheureusement. Merci beaucoup, Sophie Nézri-Dufour. Ce texte, effectivement, de Primo Levi a une très, très grande pertinence et je crois, nous met véritablement en demeure d'appréhender la guerre dans sa dimension absolue. La référence biblique est évidente, vous l'avez souligné, et je pense que c'est à cette hauteur de vue que la littérature nous invite à réagir par rapport à la guerre. Deuxième intervention, celle de Atinati Mamatsashvili, qui, personnellement, je trouve ça très émouvant, qui intervient depuis Tbilissi, où elle est actuellement. Atinati, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation et de pouvoir partager aujourd'hui cet extrait, ce texte qui, à mon sens, se réfère aux événements et tout ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Je vais parler de l'écrivaine géorgienne, donc Tamtam Elashvili, de l'écrivaine contemporaine, et de son roman qui s'intitule Le calcul. Donc c'est un roman qui est publié en 2010. Et le sujet du roman, c'est la guerre russo-géorgienne de 2008, qui est appelée en Géorgie la guerre d'août, faisant référence au mois d'août, lorsque la guerre a eu lieu. Donc, il s'agit de l'invasion russe sur le territoire de la Géorgie et l'issue de la guerre, occupation de 20% du territoire du pays. La guerre de 2008 a précédé celle entamée envers Ukraine. Il y a plusieurs romans ou récits en Géorgie qui font référence à cette guerre, mais donc j'ai choisi, notamment écrites par des femmes, ce qui est assez intéressant, mais j'ai choisi aujourd'hui de parler de ce roman de Tamtam Elashvili. Ce roman, il est traduit dans plusieurs langues, pas en français malheureusement, mais il est traduit en italien, en allemand, en lituanien, croate, etc. Il y a eu plusieurs prix, notamment un prix allemand de littérature de jeunesse. Je vais lire aujourd'hui 4 petits extraits de ce roman. Je vais peut-être lire quelques phrases en géorgien et ensuite je vais passer à la traduction française que j'ai faite moi-même. Donc c'est vraiment une traduction littérale pour pouvoir suivre un peu le texte. Դედամ თქვა, რძე აღარ მაქვს, იმიტომ ტირის, რძე აღარ აქვს, იმიტომ ტირის ვუთხარი ნინცოს. ბაბუა, ნინცო მუთხრა, შედი სახლში, ხო ხედავ დაფრინავენ, რამე არ იყოს. გამოვიცვლი და გამოვალ, ნინცომ თქვა, ბებიამისი კვდება, ზაურამ გაიმეორა, არ ვუპასუხე. ეს რა ომია, ზაურამ თქვა, ეს ომი არ არის. ესენი აქეთ, ისინი იქეთ, შუაში კიდევ არაფერი, კორიდორს გახსნიან, მე ვუთხარ. Je vais lire les extraits et ensuite je vais revenir au texte pour sans doute expliquer un petit peu le contexte. Lundi, la mère a dit « Je n'ai plus de lait, c'est pour cela qu'il pleure. Il n'a plus de lait, c'est pour cela qu'il pleure. » J'ai dit à Nintso. Grand-père, lui a dit Nintso, rentre à la maison. Tu vois, il survole. Si quelque chose arrivait, je vais me changer et j'arrive, a dit Nintso. Sa grand-mère est en train de mourir, a répété Zaura. Je n'ai pas répondu. C'est quoi cette guerre, a dit Zaura. Ce n'est pas une guerre. Ceci de ce côté, cela de l'autre, et au milieu, rien. Ils vont ouvrir un couloir, j'ai dit. Quoi? Qui l'a dit? Un couloir, n'importe quoi. Ils l'ont dit ainsi, j'ai répété. Le père de mon camarade de classe l'a dit. Oh, ils ne vont pas ouvrir. Tu vas voir, ils vont tous nous massacrer ici. Ils vont l'ouvrir, j'ai dit. Le père de mon camarade de classe l'a dit. Ces jours-ci, ils vont l'ouvrir.
le père de mon camarade de classe, le père de mon camarade de classe, a dit Zahura et son visage s'est défiguré. Laisse cette terre. Il survole de telle sorte que il a regardé vers le haut. De quelle sorte, j'ai dit. De la sorte. Ils vont tous nous massacrer. Pas du tout, j'ai dit. Ils nous auraient massacrés déjà avant. Je dis, il y a un mort dans le ravin, a dit Tébro. Ça, on le sait aussi, ce n'est pas notre mort, a dit Dodo. Il n'est pas des nôtres, mais, a dit Tébro et respirait difficilement. Il puait. N'importe à qui il soit, un mort a besoin de la terre. L'as-tu enterré? Nous avons demandé, Ninso et moi en même temps, le dévisageant. Si je l'ai enterré, moi, non, je ne peux pas l'approcher. J'ai seulement camouflé avec quelques poignées de terre. C'est déjà bien, a dit Ninso. Nous non plus n'avons pas pu l'approcher. Pourquoi tu l'as fait, femme, a dit Dodo. Leur mort ne mérite pas d'être enterré. Un mort est un mort, a dit Tébro. Quand tu meurs, l'heure ou notre n'existe plus. Elle a pris une pelle, elle n'a plus regardé ni vers nous ni vers eux et s'est vite éloignée. Sa parole est toujours si confondue, a dit Dodo. Il aurait dû être abandonné là-bas, cette ordure. Mais il se décomposait, a dit Mzia. Les enfants jouaient juste là. Voilà, le fils de Mondito y passait ses journées, tu sais. C'est pour voir ce mort que les enfants du quartier y allaient 5 fois par jour. Mes chères filles, je vous en prie, elles nous ont appelées. Mais que veulent-elles? A bredouillé Ninso. Elles étaient deux, l'une enceinte, l'autre en habit de deuil, un peu courbée. Tu es Ninso, n'est-ce pas? A dit celle habillée en noir. C'est moi, tante Nelly, a dit Ninso. Nous attendons l'enfant du jour au lendemain, ma fille, a dit celle en deuil. Du jour au lendemain, et regarde-nous dans quel état nous sommes. Où accoucher? Dis-moi, chez qui aller? Où partir? Je ne sais plus. Médecin, quel médecin? Personne n'est resté ici. C'est seulement nous qui sommes restés ici, les miséreux comme nous. Ce pays leur appartient. La vie leur appartient. Ils sont partis, ils ont échappé, ils vont survivre. Rien ne peut les tuer. C'est nous qui mourrons, ceux qui sont pareils à nous. Maman, a-t-il la femme enceinte. Je ne peux pas dormir la nuit. Impossible de fermer l'œil. Je la surveille. Cela m'épouvante. C'est maintenant que ça va arriver. C'est maintenant. Quand est-ce qu'ils vont ouvrir ce maudit couloir au moins? Et le dernier passage. Mercredi, viens m'accompagner chez Alexis, je lui ai dit. Chez Alexis, Ninso était fatigué. Il m'a demandé quelque chose. Allez, viens, a dit Ninso. De toute façon, je ne fais rien. Papi Alexis, je lui ai dit, je suis Tknapa, me voilà arrivé. Tknapa, il a dit. Il était assis auprès d'une table. Les papillons morts s'étalaient sur la table. Au mur aussi, ainsi qu'autour de la lampe, il y avait partout des papillons morts. Comme voit le petit Vanico, je ne sais pas, j'ai dit. C'est la première fois que j'étais contente qu'on me posait la question sur mon frère. Ma mère n'a pas de lait. Ils vont ouvrir le couloir, a dit Ninso, et m'a regardé encore une fois. Elle continuait à écrire en même temps. Ils vont ouvrir, bien sûr, a dit Alexis. Vous êtes des jeunes, des enfants restés ici. Ce pays n'est pas délaissé, que la vie de l'être humain puisse avoir aucun prix. Nous nous sommes tus pendant un moment. Alexis était assis et ne bougeait pas. Il regardait les papillons au mur. Donc, il y a deux parties dans le roman. Il y a la première partie, ce qui s'intitule Zone de conflit, et la deuxième partie, Zone de frontière. Le mot zone relève d'un intérêt particulier, d'autant plus que le terme fait partie du vocabulaire politique médiatique. Il est intéressant que le terme soit aussi repris dans le titre d'un autre roman publié la même année. Donc, c'est un roman d'une autre écrivaine géorgienne, Tamri Prakadze. C'est un récit plutôt qui s'intitule Le potager dans la zone du conflit. Le mot zone renvoie ainsi à une sorte de fiction géographique au sens où la zone ne ferait pas partie du territoire géographique national, aussi à la manipulation politique du territoire zone qui a conduit à la guerre, donc une zone de conflit artificiellement créée dont les conséquences furent désastreuses, etc. Évidemment, il pourrait aussi renvoyer à la zone dans le film de Tarkovsky, Stalker, réalisé en 1979. Où cet espace, la zone, fut interprétée par des chercheurs de multiples manières, le symbole du goulag, un territoire désiré et défendu comme Berlin de l'Ouest, une préfiguration de la catastrophe de Tchernobyl, etc. En tout cas, zone pourrait être compris comme une spatialité alternative qui défie les lois de la physique classique.
Ou zone, comme dit Tarkovsky lui-même, il faut prendre au sens littéral, qu'il faut prendre au sens littéral. Et en même temps, la zone, dans Stalker, existe indépendamment et elle a le pouvoir d'agir. La zone modifie ainsi la conception de l'espace qui n'est plus statique, qui n'obéit pas. Ce que met en scène le roman, dont la narration ressemble d'ailleurs beaucoup à une pièce de théâtre, donc il y a peu d'adjectifs, il y a peu de descriptifs, c'est surtout à une sorte de spatialité qu'il renvoie, un enfermement depuis lequel les événements sont racontés. La zone de conflit, la première et la plus longue partie du roman, se passe à l'intérieur de cette zone dans laquelle les protagonistes sont cloîtrés et d'où ils ne peuvent pas sortir. Aucun descriptif de ruines, ni de bombardement, ni de tirs. Tout est statique en ce sens, mais la mort est déjà là, à travers ce corps en décomposition, et qu'on devine qu'il s'agit d'un Russe, car c'est un mort qui est leur mort. Ce ne sont pas des luttes contre l'occupant ou contre l'occupation qui sont comptées, ni l'héroïsme du peuple résistant. D'ailleurs, c'est en cela que ce roman diffère des autres textes géorgiens écrits précédemment. Rien de tout cela. C'est l'horreur de la guerre qui est mise à nu, le corps en décomposition d'un inconnu dans un ravin, les maisons vides de gens et emplies de papillons morts, le quotidien des enfants restés dans la zone, les avions qui survolent sans cesse, sauf que le mot avion n'est pas évoqué. La guerre comme une attente, attente des bombes, des avions qui survolent, attente de l'accouchement sans médecin, attente d'une mère de la mort de son bébé car elle n'a plus de lait, attente de la nouvelle si le père parti à la guerre reviendra ou pas, et surtout attente que le couloir humanitaire sera ouvert et qu'ils pourront sortir enfin et ne pas mourir dedans, abandonnés, délaissés, seuls. Cette attente du couloir, répétée à plusieurs reprises dans le texte, renvoie à cette contemporanéité que nous vivons actuellement, à Mariupol notamment, où les gens, les enfants, les nouveau-nés, enfermés dans les espaces souterrains, attendent que la Russie de Poutine ouvre enfin ce couloir humanitaire. La sortie de cette zone, de cet enfermement n'est pas possible, nous dit le roman. Si la sortie existe, c'est uniquement à travers un champ plein de mines. Et je conclus. Ce que nous avons avec la guerre de Poutine envers l'Ukraine, un événement sans précédent, ancré entièrement dans la modernité. Et le monde entier peut assister en témoin à distance, à l'instar que fonctionnent les plateformes distancielles, assister via des images, des photos prises sur le vif, les brefs vidéodocuments pris par ceux qui sont là, dedans, et diffusés sur les réseaux sociaux. C'est en témoin virtuel que le monde y assiste. Même si nous avons la focalisation interne dans le roman, dans le calcul de Melashvili, le narrateur témoin est là, sur place, dedans, dans la zone, et raconte les événements de l'intérieur. Donc, malgré cette focalisation interne, le texte m'a fait penser à cette perspective de lecteur témoin virtuel qui suivrait les protagonistes à travers des lentilles, à travers un écran derrière lequel il reste dans sa zone de confort. C'est aussi paradoxal. Même si le roman est une narration de l'intérieur, le lecteur ne pénètre jamais dedans. Il assiste à travers un écran virtuel. C'est comme nous tous qui suivons les événements en Ukraine et ne pourrons jamais vraiment comprendre ce que signifie être dans la zone, être dedans. Et pour terminer, je voudrais finir sur un témoignage personnel. J'ai voulu le faire. Donc, pendant la guerre de 2008, mon mari, qui est théologien, il s'est engagé comme volontaire dans l'armée géorgienne. Et donc, je voudrais finir sur cette photo. C'est la photo qui était prise quand il est revenu de la guerre. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup à Tinati. Bien sûr, beaucoup d'émotions dans la conclusion de votre intervention. Bon, il s'avère que je connais Vassili et donc je suis très ému de voir cette photographie. Donc nous allons maintenant essayer de réfléchir ensemble à partir des textes que vous avez eu la générosité de partager l'une et l'autre. La première question que je poserai, ce que je fais
habituellement, c'est de demander à chacune d'entre vous de réagir à l'intervention de l'autre. Sophie, comment réagissez-vous à l'intervention d'Atinati? Est-ce que vous établissez d'ores et déjà des passerelles entre le corpus sur lequel vous avez travaillé et celui sur lequel Atinati a travaillé? Oui, je pense qu'il y a évidemment des liens. Ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est cette dimension théâtrale qu'elle évoque, cette confusion de voix de personnes qui parlent, qui sont enfermées, et on est un peu comme dans le théâtre de l'absurde, où tout est statique, où on est dans une attente perpétuelle de quelque chose qui va venir, qui ne va pas venir. On sent cette angoisse, et les phrases sont souvent des incantations. Et ça, on le retrouve, alors peut-être pas dans le passage que j'évoquais tout à l'heure, mais dans l'ensemble du roman de Primo Levi. Ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est cette idée de la terre, de la zone, du territoire, qui semble comme blessée, touchée par la guerre. Ça, on le retrouve aussi chez Primo Levi. Et en fait, cette terre, elle représente un peu la vie. Euh, on a aussi cette évocation de la nature qu'on va retrouver chez Primo Levi, cette nature qui est touchée quand elle évoque le papillon, les papillons qui sont morts. Et puis il y a toute cette réflexion sur la valeur de la vie humaine, sur ce contraste permanent même au sein de la guerre. Il y a la vie, il y a cette femme enceinte qu'elle évoque. Et donc, on a à la fois cette femme enceinte qui va bientôt accoucher, et puis ce mort qui est dans le ravin, qui est en train de pourrir. Et ça me fait penser à la fin de Se non ora quando, de Maintenant ou jamais. En fait, ça finit sur la naissance d'un bébé. Donc, deux des résistants que j'évoquais vont avoir un enfant. Et en même temps, il y a Hiroshima, la bombe d'Hiroshima. Et donc, là encore, il y a la vie et la mort à côté, comme on le voit là dans le passage que Atinati nous a proposé. Donc, merci beaucoup, Atinati. Atinati, votre réaction par rapport à l'intervention de Sophie et à l'œuvre de Primo Levi que vous connaissez évidemment? Oui, j'ai été très touchée évidemment par ce passage qui évoque notre présent actuel. Donc, j'étais surtout, donc, bien sûr, il y avait ce mot confus, confusion, qui était répété à plusieurs reprises et avec des sens différents peut-être, mais qui faisait référence aussi à ce que la guerre, ça veut dire que ce ne sont pas seulement des vaincus et ceux qui vont vaincre et ceux qui sont vaincus. Donc, il y a toute cette narration, des références au soleil noirci, aux ténèbres, etc. Mais j'ai été surtout touchée par ce que Sophie elle a dit par rapport à cette solitude, donc par rapport à l'homme qui est face à la guerre, donc la guerre qui est quand même un événement collectif. Et donc, dans cet événement collectif, même dans ce bref passage, on voit le rapport de l'homme qui est resté seul, qui est seul face à la guerre. Et aussi quand Sophie a parlé des choses qui perdent leur sens. Donc c'est vrai que la guerre, c'est quelque chose qui te désoriente complètement. Mais quelle que soit la cause qu'on défend, c'est quand même la guerre qui n'est plus la même chose. Enfin, c'est quelque chose de complètement négatif dans tous les cas, et c'est quelque chose qui change toutes les perspectives en fait. Ça change le regard qu'on porte sur les choses, ça change le regard qu'on portait avant et qu'on va porter après, ensuite, quand la guerre sera finie. Et c'est pas sans doute pas par hasard qu'il y a le mot, les livres d'historiens qui sont évoqués. Donc il y a ce regard actuel, mais il y a aussi ce regard qui se distancie, qui est porté un regard qui anticipe un peu ce qui va se passer et quel sera le regard de l'histoire, des historiens qui écrivent l'histoire. Donc, peut-être par rapport au texte auquel je me réfère, donc il y a la différence, c'est que justement il y a la présence de la guerre qui est en activité, les bombardements, les tirs, la fumée, tout ça qui sont évoqués dans le passage,
et puis un peu plus statique, un peu plus l'après ou comme une trêve en fait, qui est évoquée sans doute dans le roman géorgien. Ce qui est frappant dans la juxtaposition des deux textes par rapport à ce même phénomène de la guerre dans sa brutalité, dans son anormalité, la guerre comme phénomène qui dépasse tous nos cadres cognitifs, esthétiques, par rapport à cette phénoménalité. Dans le texte de Primo Levi, je crois qu'il y a malgré tout la tentative d'instaurer un récit en référence à un cadre précis, à savoir le cadre du judaïsme. Tout à l'heure, Sophie, vous avez fait référence au chaos primordial, au tohu-bohu primordial. Si je me trompe pas, le titre de Primo Levi dans l'italien d'origine, Se non ora quando, fait référence à une maxime célèbre de Hillel, qui est un des grands sages de la tradition juive. Est-ce que je me trompe si est-ce que je m'avance si je dis que il y a malgré tout chez Primo Levi la tentative de ne pas céder à l'absurde, alors que, par contraste, le texte de l'écrivaine géorgienne dont Atinati nous a parlé va vraiment dans le sens de ce dénuement théologique. On est dans une espèce d'absurde existentiel, on est effectivement dans un style aussi d'une description extrêmement sèche, comme s'il n'y a pas d'arrière-monde, comme s'il n'y a pas d'arrière-plan. Sophie, puis Atinati. Tu as absolument tout compris et c'est vrai que Primo Levi, alors ça peut choquer, mais il a voulu faire une Bible de la Shoah, d'une certaine manière. Et si on prend l'ensemble de son œuvre, on se rend compte qu'il va se référer pour la période du chaos, pour la période de la Shoah, à tout ce qui est tohu-bohu, à l'esclavage en Égypte, à la tour de Babel. Lorsque les Juifs vont pouvoir sortir du camp, il va évoquer l'exode, la sortie d'Égypte, et donc en permanence, il y a un retour pour, comme tu le dis, mettre du sens dans ce qui n'en a pas vraiment, mais pour lui, c'est vital. Il a besoin de mettre du sens dans tout ce chaos, et ces références aux textes bibliques, talmudiques, en effet, maintenant ou jamais, c'est les Pirkei Avot, voilà, c'est pour lui une manière. Alors, on sait en plus que Primo Levi ne se sentait pas vraiment juif avant d'être déporté. Donc, il a vécu de manière d'autant plus absurde. Et lorsqu'il va revenir, il va retrouver du sens par rapport à son identité et par rapport à la littérature et par rapport aux textes juifs qui vont être un instrument de compréhension pour lui. Atinati, ce texte de cette romancière géorgienne, évidemment, je me répète, frappe par son dénuement. Il y a vraiment une espèce de réalité qui ne laisse pas prise, je dirais, à une interprétation de type théologique ou autre. Est-ce que cette sensibilité-là, elle est représentée dans la littérature géorgienne? Est-ce que, au contraire, il y a une marginalité de la part de cette romancière à adopter cette perspective, je dirais, refusant toute narrativité transcendante? Je reviens encore une fois et je vous remercie sincèrement de la confiance qui est la vôtre quand vous avez partagé cette image de votre époux. Vous l'avez précisé, c'est un théologien. Et le visage que vous nous avez montré est un visage un visage d'un tel désespoir qu'on se demande s'il y a encore la place pour le message théologique par rapport à un événement comme celui de la guerre. Atinati? Oui, en fait, il y a la question de religion qui est évoquée dans le texte. C'est assez intéressant. Il y a cette question de religion
qui rentrent dans le même absurde en fait. Ce sont des gens qui sont complètement seuls, entourés ils ne peuvent pas sortir de cette zone qui sont complètement abandonnées, tout est bombardé. En réalité, en fait, il s'agit de ces quelques jours où même on ne pouvait même pas sortir les morts, donc tout commençait à se dégrader. Donc c'est cette réalité-là qui est évoquée. Et en parallèle donc, de cette réalité, il y a quelques protagonistes qui reviennent sur des questions religieuses. Et notamment, il y a par exemple dans le dernier passage, ce vieux, il demande à la jeune fille de lui écrire un passage de la Bible en gros pour qu'il puisse voir. Pour qu'il puisse voir parce qu'il ne peut pas, comme c'est écrit petit, il ne peut pas discerner. Et il y a d'autres protagonistes aussi qui reviennent sur cette religiosité. Mais ça c'est inséré comme quelque chose de complexe. Ça fait partie de l'absurde. Donc, je pense qu'elle, cette écrivaine, elle rompt complètement la tradition géorgienne ce canon géorgien de l'écriture, qui est en général, qui consiste à glorifier les luttes nationales de la Géorgie pendant des siècles contre les occupations, contre différents occupants, etc. Et là, il s'agit complètement de montrer de quelque chose d'autre et de montrer surtout la réalité de cette guerre de manière crue, nue, comme elle l'était. Et évidemment, oui, vous avez évoqué absurde, vous avez évoqué, il y a Sophie qui a parlé que les phrases faisaient penser à des incantations. Ça évoque parfois même des pièces de Beckett, en fait. Et à travers cette nudité, de découvrir la vraie réalité de la guerre et l'horreur telle qu'elle est, et non pas la guerre glorifiée, etc. Donc, et c'est vrai en ce sens que toute guerre est une guerre menée contre le sens, menée contre la possibilité d'attribuer un sens à ce qui arrive au sein de l'humanité. Une autre question que j'aimerais vous poser à toutes les deux, c'est la question portant sur la résistance. À partir donc de l'œuvre de Primo Levi et de votre lecture de l'œuvre de Primo Levi, Sophie, la résistance, est-ce une réalité historique, à savoir il y a un mouvement de résistance contre un ennemi précis, en l'occurrence les nazis, ou est-ce que la résistance relève d'une dimension éthique, d'une dimension philosophique et qui donc est permanente? Dernièrement, justement, je lisais un livre sur la résistance juive en Europe qui a toujours été évidemment sous-évaluée et on expliquait que oui, alors il y a eu des résistants armés qui ont commis des attentats contre les nazis, mais on expliquait aussi qu'il y avait tous ces résistants qui ont aidé des enfants, qui ont continué à écrire des journaux dans le ghetto de Varsovie, ils continuaient à faire des fêtes, à faire des pièces de théâtre. Et c'est aussi cette résistance intellectuelle qui était très, très importante et qui permettait de donner du courage et aux résistants eux-mêmes de tenir. Parce que tenir pendant 4, 5, 6 ans, il ne faut pas que des actions guerrières. Il faut aussi une mentalité qui résiste. Et aujourd'hui, j'ai remarqué que les historiens insistent beaucoup sur cet aspect justement de résistance culturelle, de résistance intellectuelle, en effet. J'aurais dû préciser, je m'en veux, que vous travaillez également au sein de l'Institut d'études juives à Aix-Marseille Université. Atinati, je vous poserai la même question sur la résistance. Est-ce que, au-delà de la guerre russo-géorgienne, donc de 2008, est-ce que ça a instauré dans dans la conscience géorgienne une alerte ou une alarme permanente, de sorte que la réaction d'une Géorgienne telle que vous par rapport à la guerre en Ukraine est d'emblée une position de solidarité dans la résistance. Et je crois que c'est effectivement une des fonctions de la littérature que de créer des liens entre des phénomènes historiques différents
et que par exemple, il y a une littérature de la résistance, et que la fonction de cette littérature de la résistance, c'est non pas tant que de relater des épisodes de résistance, que d'instaurer dans la conscience du lecteur cette attitude de résistance permanente. Oui, bien sûr. Le regard qu'on porte sans doute en Géorgie sur les événements sont peut-être un peu différents de ce regard que le monde qui est extérieur en fait à ces événements, à la Russie de Poutine. Comme la Géorgie a connu la même chose, donc évidemment, c'est d'emblée instauré, comme vous avez dit, et comme vous avez dit très sûrement, donc comme on est comme dans une alarme permanente, en condition d'une alarme permanente. Donc, c'est d'un seul coup, du premier jour, c'est instauré cette solidarité envers le peuple ukrainien. Et il y a sans doute une compréhension qui va, enfin, qui est plus proche, en fait, qui est plus compréhensible des événements par rapport à ce que le monde occidental pourrait, par exemple, comprendre. Et je voudrais justement réagir et dire juste par rapport à ce roman et par rapport aux événements qui se passent actuellement. Par exemple, cette écrivaine, Tamtam Elashvili, elle a refusé, ce roman devait être joué en Russie, à Saint-Pétersbourg, dans un théâtre underground, qui est un théâtre anti-poutinien totalement. Et déjà, le fait qu'ils devaient jouer cette pièce, c'est déjà, ça dit beaucoup sur leur attitude envers les événements et tout ce qui se passe. Mais cette écrivaine a refusé et a écrit à ce théâtre. Elle ne voulait pas que sa pièce de théâtre soit montée en ce moment-là, quand il y a ces événements qui se passent en Ukraine. Donc, vous voyez, on peut plus ou moins évaluer l'attitude des Géorgiens, l'attitude des intellectuels aussi, des écrivains vis-à-vis des événements en Ukraine, qui peut être parfois radicale. Ce qui est important de retenir, c'est au travers de nos échanges, c'est cet espace que la littérature crée, un espace où peuvent s'investir à la fois celles et ceux qui sont directement concernés, et je ne peux pas m'empêcher de penser à la Géorgie, à mes amis géorgiens, géorgiennes, qui sont directement concernés. Je pense aussi à la Moldavie, enfin ce qui est en train de se passer en Transnistrie, etc. Bon, et puis ceux qui, disons, sont un peu plus loin, géographiquement, politiquement, parfois éthiquement aussi. Je fais allusion à la dernière élection présidentielle en France. Mais la littérature est cet espace qui nous permet à nous toutes et à nous tous, quel que soit le degré de relation avec l'événement guerre en Ukraine, d'être ensemble. Et par exemple de résister, ce qui est aussi le propos de ce séminaire. Il nous reste une poignée de minutes. Est-ce que parmi les participantes ou participants à ce séminaire, quelqu'un désirerait intervenir, poser une question ou énoncer un commentaire? Je dirais quelques mots si c'est possible, Alexis. Oui, mais je remercie Sophie et Alcinati pour leur intervention qui est extrêmement intéressante. Et je vous remercie à vous aussi d'avoir organisé cette rencontre, parce qu'il faut absolument qu'on partage nos sentiments, nos émotions, notre vision des choses. Je reviens sur le mot que vous avez évoqué, exaction. Vous n'avez pas voulu commenter, mais je comprends très bien exemption, génocide, tout ce qui se passe en Russie, en Ukraine, pardon. Et Clinatine a partagé l'image de Vassiko que je connais très bien. Et moi, je pense à un autre témoignage. J'ai un étudiant qui vient de la région où la guerre a eu lieu en 2008, qui était tout petit à l'époque, mais qui se souvient
de toutes ces atrocités que les Russes ont perpétrées dans cette région. Et à chaque fois qu'ils regardent maintenant, nous suivons cette guerre par le moyen virtuel, disons comme ça, nous sommes tous au courant de ce qui se passe là-bas. Et là, ça lui permet il est obligé de revivre toutes les atrocités qui ont été perpétrées dans cette région. Ce que j'ai retenu plus particulièrement dans ces deux passages qui nous ont été présentés, c'est la question qui se pose, Primo Levi, qui sont les gagnants, qui sont les perdants, etc. La guerre, donc, nous savons tous que l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire des guerres, et on se demande souvent vraiment s'il y a vraiment des gagnants et des perdants. Ceux qui ont été témoins de la Seconde Guerre mondiale, ceux qui ont été témoins de cette guerre en Géorgie et nous sommes témoins de cette guerre en Ukraine, c'est vraiment quelque chose d'horrible. Et l'autre passage, dans le passage proposé par Tinatine, c'est le corridor. Et on évoque chaque jour aujourd'hui le corridor que Poutine doit ouvrir pour que les enfants qui sont enfermés, qui n'ont pas vu le soleil depuis 2 mois, qui rêvent de respirer comme il faut, il ne le permet pas. Alors donc, nous voyons cette exaction que vous allez sûrement commenter aussi, comment vous le voyez, cet génocide et puis cette guerre informationnelle en plus. Ce que j'ai entendu Poutine dire que ce sont les Ukrainiens qui ont perpétré toutes ces atrocités à Boutcha. Comment on peut tenir le peuple dans ce mensonge? Non, et je suis sûre que la littérature va réagir à cette guerre aussi, bien sûr, et elle va dire son mot. Merci pour cette rencontre, Alex. Merci à vous. Je précise que vous êtes Mzaro Dortourishvili, excusez-moi, également comparatiste, professeur de littérature comparée à l'université Ilia à Tbilissi, et que j'ai eu l'honneur et le plaisir de travailler avec vous. Merci à toutes et à tous, et avec un espoir que la situation puisse le plus rapidement possible s'améliorer.